Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue pour notre première émission en direct, Table 700. Alors, avec tout le mystère qui tourne autour de Table 700 c'est qui? Eh bien, c'est toi, c'est lui, c'est nous tous ensemble œuvrant pour retrouver notre représentativité. Donc, c'est un groupe composé d'êtres humains, unis dans une réflexion collective, dans l'observation, l'écoute, la tolérance, le respect, l'amour, le partage. Nous avons co-créé cette émission afin de redistribuer la parole à chacun de vous et d'en élargir la diffusion. Nous nous sommes appuyés sur 4 piliers dans le respect du bien commun, le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit à la réparation, le droit à la garantie de la non-répétition. Nous vous proposons également l'image de l'unification dans nos différences qui passe par la communication non violente de l'individu intègre. Chaque animateur est invité à venir exprimer ses compétences au service de la population, d'échanger avec nos intervenants, lanceurs et lanceuses d'alerte, et de relayer les questions des auditeurs. Et les auditeurs sont invités également à nous proposer un sujet qui se réfère à un de ces 4 piliers. Donc maintenant, laissons place à notre animateur Fred, à notre invité, et j'ai envie de vous dire, tous à table pour la vérité. À toi Fred, et merci de venir partager tes compétences. Merci Cathy. Je vais laisser se présenter notre animateur aujourd'hui, enfin notre invité, pardon, était Christophe Flamma. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Bon, ça va être très simple. Je suis un vieux de 64 ans. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans parce que j'en avais marre de travailler. J'avais envie de faire autre chose. Et comment dirais-je, j'ai une association et c'est pour ça que j'ai pris ma retraite. C'est pour me consacrer en grande partie à mon travail associatif, notamment sur ce dont on va parler, des grands dysfonctionnements de la justice. Voilà. Donc, en dehors de ça, j'ai fait une carrière de 20 ans dans la grande distribution et j'ai été patron d'entreprise. Et ça sera le sujet de notre débat de ce soir, puisque j'ai été victime d'un certain dysfonctionnement. D'accord ? Très bien, c'est parfait. Eh ben moi c'est Frédéric, j'ai un certain parcours aussi, j'ai été gilet jaune aussi, j'étais sur les ronds-points, je me suis énormément formé sur beaucoup de sujets, j'ai été gérant d'entreprise aussi, et du coup voilà, là aujourd'hui je me présente à vous pour pouvoir reprendre la parole, qu'on nous a bien trop souvent retiré, et j'espère qu'avec cette première émission, on va faire des petits et que beaucoup de personnes pourront s'exprimer à travers Table 700. Je sais pas, quel premier sujet on peut aborder du coup? Alors, le premier sujet, donc, ce qu'on a fait un schéma de travail pour le live d'aujourd'hui, puisque je suis l'invité, bien entendu, je vous en remercie. On va parler déjà dans un premier temps de ce qu'on appelle l'arnaque du système, en fait. D'accord? Alors, l'arnaque du système, moi, je parle simplement dans un premier temps d'un volet qui est important, qui est le dysfonctionnement de ce qu'on appelle la magistrature consulaire, à savoir ce qui se passe dans les tribunaux de commerce. Or, il faut bien comprendre que ce volet-là, il va ouvrir la porte à tous les autres dysfonctionnements des autres tribunaux et des autres juridictions. Donc, quand on est au tribunal de commerce, on a affaire à ce qu'on appelle une profession très spéciale, donc, qui s'appelle les mandataires judiciaires, qui deviennent 99 fois sur 100 des liquidateurs. Donc moi, pour mémoire, par exemple, il y a une vingtaine d'années, le livre d'un ancien inspecteur qui s'appelait Antoine Godineau et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait La mafia des tribunaux de commerce.
Donc, un livre important, très important. Il y a eu une tentative de réforme des tribunaux de commerce il y a 20 ans, et disons que le monde, en tout cas le monde politique, a tout fait pour qu'il n'y ait pas ces réformes-là. Alors, le pourquoi et le comment, c'est une autre histoire, et ça sera sûrement quelqu'un d'autre qui la racontera. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ce que vont recouper plein de lanceurs d'alerte qui commencent à parler sur le net, certains que vous inviterez. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que, en fait, dans les dysfonctionnements, tout est lié. Moi, aujourd'hui, je ne vous parle que du dysfonctionnement des tribunaux de commerce, que cette partie-là. Donc, parce que le dysfonctionnement du tribunal de commerce va rester ce qu'on appelle la passerelle qui va vous amener sur les autres dysfonctionnements qu'on va trouver dans les tribunaux autres, les TGI, les cours d'appel. Et là, on va découvrir quoi? On va découvrir des mécanismes qui se mettent en place, des pratiques. Donc, alors, tout ce que je peux dire, ou tout ce que je vais affirmer ou constater, ce sont des choses qui sont étayées et que par rapport à mon propre vécu, ou par rapport à ce que j'ai constaté, ou par rapport à des témoignages que j'ai, sont des choses incontestables. Il n'y aura pas de projet ou pas de tentative de diffamation. Je peux vous donner par exemple un exemple très concret. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires de justice a voulu faire une tentative de m'attaquer en diffamation. D'accord? C'était il y a moins d'1 an. Et ils n'ont pas pu. D'accord? Donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le volet des dysfonctionnements des tribunaux de commerce, c'est de donner des explications pour que les gens, dans le domaine de la prévention, bien entendu, mais pour montrer comment se construit, par exemple, ce qu'on appelle une liquidation abusive. Vous avez des cas très, très rares où ça se passe très, très bien, mais c'est relativement rare. Et après, vous avez tous les cas où, par exemple, quand un entrepreneur appelle au secours un tribunal de commerce pour élaborer une stratégie de redressement, c'est l'inverse qui se passe. Si l'entreprise a suffisamment, on va dire, de patrimoine, que derrière cette affaire-là, dans l'enceinte du tribunal de commerce, on a affaire à ce qu'on appelle des prédateurs, des gens qui ont l'envie de capter votre résultat de votre travail. Là, vous allez découvrir qu'en fin de compte, en France, depuis 20 ans, ce qui est dénoncé d'ailleurs depuis très très longtemps, la captation du patrimoine d'un entrepreneur, elle se fait à grande échelle. Et là, on tombe dans le mensonge, dans l'escroquerie à jugement, et on va s'apercevoir que d'une juridiction à une autre, les premiers mensonges qui naissent dans un tribunal de commerce, notamment, par exemple, sur des conclusions ou les rapports d'un mandataire. Au début, il est mandataire judiciaire. La tromperie, elle est à ce niveau-là. Elle commence à ce niveau-là. Si l'objectif, il est de liquider la société abusivement, on aura de la tromperie dans les conclusions et dans les rapports. Et les gens qui sont en face, oui, vas-y, pardon. Ouais. Mais du coup, ça fait un faux et usage de faux, théoriquement. Ah ben, bien sûr, mais bien sûr, sauf que dans le mécanisme, c'est parce que c'est rodé et des témoins, vous allez en avoir, je veux dire, à l'appel. Si on fait la comparaison, du mécanisme français par rapport aux tribunaux de commerce et le nombre d'entreprises qu'on liquide par rapport à l'Allemagne, je veux dire, il n'y a même pas de comparaison. En France, on en bousille 95%, en Allemagne, on en sauve 70%. Ça vous donne une idée. Donc maintenant, après, c'est de comprendre comment ça se construit. C'est quoi la manière de faire d'un liquidateur? Or, si les gens ne savent pas que dans les tribunaux de commerce, en France, vous avez moins de 400 mandataires qui gèrent annuellement, en moyenne, entre 50 000 et 60 000 difficultés d'entreprise. D'accord? Ils sont moins de 400. Donc là, et alors la particularité de ces mandataires, liquidateurs, c'est qu'ils sont compétents dans tous les métiers. Vous voyez, ils savent faire la
responsabilité de tous les métiers, ces gens-là. Et bien, c'est là qu'elle est la tromperie. Hein. La tromperie, où vous avez affaire à des professionnels qui connaissent votre métier, et là, vous avez le droit d'aider. Mais comme un mandataire judiciaire, c'est un auxiliaire de justice qui a, on va dire, la parole. C'est lui qui est le maître de séance. C'est lui qui gouverne dans un tribunal de commerce. D'accord ? En face, vous avez bien sûr ce qu'on appelle des robes noires, mais ce sont des gens qui sont élus pour être des juges. Ce sont des commerçants lambda dans tous les autres. Et quand le mandataire, il affirme quelque chose, donc il ne l'affirme pas par oral, il le met par écrit. Donc la tromperie et le mensonge, c'est quelque chose qui est verbalisé, qui est mentionné dans un document. Ça s'appelle des rapports. Et normalement, le juge devrait juger sur des rapports. D'accord ? Mais comme les rapports sont trompeurs, sont mensongers, et là j'affirme qu'ils sont mensongers, hein, tous les litiges qui se passent dans les tribunaux de commerce, où il y a ce qu'on appelle des procédures d'appel, parce qu'on conteste une liquidation, c'est qu'il y a eu une tromperie au départ. Voilà. Et la tromperie, elle se fait dans ce qu'on appelle le rapport. Parce qu'en France, quand vous allez au tribunal de commerce, c'est pas, soit vous avez une activité qui n'est pas bonne et vous décidez à ce moment-là de faire ce qu'on appelle une liquidation amiable. D'accord ? Là, ça, c'est des choses qui existent. Vous lancez un projet, il n'a pas la capacité financière de ce que vous vouliez, donc plutôt que de faire de la casse, qu'est-ce que vous faites ? Vous arrêtez votre activité. D'accord ? Et puis après, vous avez… C'est ce que j'ai fait pour la mienne. Voilà. Après, vous avez tous les types d'entreprises qui, à un moment donné, ont simplement une difficulté, un mauvais passage, un incident. Alors, il y en a à l'appel. Moi, je vous parlerai tout à l'heure dans le prochain volet, mon cas spécifique, comment c'est arrivé. Mais pour l'instant, dans la mécanique, le but, c'est de montrer comment ils font. La personne, elle va au tribunal de commerce et elle demande ce qu'on appelle un redressement judiciaire. Elle demande à ce qu'on lui étudie sa société. Il y a ce qu'on appelle, à l'époque, ça s'appelle une période d'observation. Et normalement, la période d'observation doit permettre aux juges qui vont arbitrer de voir les potentialités pour mettre en place ce qu'on appelle un plan de redressement. D'accord ? Et là, alors là, c'est là que tout va de travers. Le liquidateur, lui, si dans son entourage, dans ses proches, dans ses amitiés, il a des gens qui ont envie de capter l'entreprise parce que soit elle a un intérêt dans son capital, soit elle a de l'actif, soit elle est concurrente d'un autre, il faut l'éliminer, parce que ça existe, il ne faut pas croire, ça existe. Ouais. Donc là, on va découvrir quoi ? On va découvrir qu'un liquidateur, il sait faire la comptabilité, il va faire tous les plans comptables, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des collusions, des centres d'intérêt entre des personnes. Je vous donne une anecdote pour que vous compreniez bien. Ouais. Un tribunal de commerce, il n'est pas à confondre avec une chambre de commerce. La chambre de commerce, elle enregistre, votre numéro d'exploitation, le centre de formation de formalité des entreprises. Mais il y a des liens entre eux. Il y a des liens qui sont très, très puissants. D'accord ? Ils se connaissent. Il y a des amitiés. Pourquoi ? Parce qu'ils se côtoient tout le temps, toute l'année. Mais si à la chambre de commerce, vous avez quelqu'un qui voit un de ses propres concurrents qui a une petite difficulté, je peux vous dire que là, il fera tout pour que les petites difficultés, il fera tout pour que les petites difficultés, elles deviennent des grosses difficultés et l'entreprise, elle passera à la casserole. Alors après, on pourra parler des qui existent. Quand une entreprise est en liquidation, quand il y a ce qu'on appelle le passif et l'actif, d'accord ? Ouais. Les valeurs qu'a l'entreprise par rapport à ses propres dettes, là, on est dans une tromperie absolue. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas ça. D'accord ? Quand vous avez une tromperie sur la qualité, je vais vous donner des exemples très concrets. On va faire disparaître, par exemple, la valeur du fonds de commerce. On va faire disparaître la valeur des stocks. On va faire quoi ? Je donne des exemples qui sont très concrets pour que les gens comprennent plus facilement. Par exemple,
dans toutes les entreprises, ou presque toutes les entreprises, font par exemple des emprunts bancaires pour développer leur entreprise. D'accord? On fait un prêt bancaire. Oui. Or, Oui. le prêt bancaire, vous avez un encours, vous avez un échéancier, mais il vous a permis d'amplifier la valeur de votre outil. Il vous permet d'avoir l'entreprise telle que vous la faites vivre. Quand vous demandez un redressement judiciaire et qu'on arrête le plan comptable, d'accord? Là où ça devient pervers, c'est que l'actif que vous avez créé grâce au prêt, c'est-à-dire que vous avez fait un investissement, mais votre investissement, il s'amortit sur 5, 7, 10 ans par rapport à vos prêts. D'accord? Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir que la valeur ajoutée que vous avez donnée à votre entreprise, elle va disparaître. Elle va disparaître. Vous allez vous retrouver en tant qu'entrepreneur caution du prêt. Caution, on vous fera payer le restant de ce que vous n'avez pas payé parce que votre maison sera par exemple en garantie, vous aurez une hypothèque, enfin, vous aurez même de la famille qui sera caution. Donc la banque, elle sera payée. Il y aura 2 actes qui arriveront. Un, ça ne rentrera pas dans le correctif du passif, d'accord? Ouais. Et en plus, la valeur de l'outil ne sera jamais valorisée par rapport aux emprunts que vous avez faits qui donnaient de la valeur à votre outil. Voilà. Alors, donc ça, c'est la manière de piller une entreprise. Hein. Ouais. C'est la manière de piller une entreprise. Une question. Oui. J'ai une question pour toi, Christophe. Normalement, pour qu'un contrat soit valable avec une banque, avec tout organisme, ça doit être signé des 2 parties. On est bien d'accord? Oui. Ça, c'est le code du commerce, théoriquement. Voilà, les 2 contrats doivent être signés des 2 parties. Comment ça se fait que la banque ne signe jamais le document de prêt? Mais, parce qu'une banque, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'organisme qui a le plus de pouvoir. Qui c'est qui gouverne un pays si ce n'est pas l'argent? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on vous oblige à vous, ce n'est pas forcément obligatoire à celui qui prête l'argent. Et ça fait que, bien sûr que normalement les signataires, alors il y en a certains qui sont signés, mais ce qui est agaçant, c'est la manière dont ils pratiquent les banquiers. Les banquiers, comment on peut accepter, par exemple, que quand on fait ce qu'on appelle l'analyse des créances, d'accord? Ce qu'on appelle le passif. Vous avez des appellations dans le passif d'une entreprise. Le passif, il doit après se compenser par rapport aux actifs de l'entreprise. Et on essaie de voir s'il y a un point d'équilibre, d'accord? C'est ça. Mais l'inscription des créances. Alors qu'une banque, elle est sûre d'être payée parce qu'elle a des cautions, des hypothèques, elle va rentrer dans les créanciers chirographaires, ceux qui sont comme le petit marchand du coin. Alors qu'ils devraient être dans les créanciers spéciaux et ils devraient sortir du passif, comme ils ont une garantie de paiement. D'accord? Et là, il y a une grande manipulation. Il y a une grande manipulation. Il n'y en a pas qu'une, mais si tu veux, par rapport à la question que je t'ai posée précédemment, c'est très important. C'est-à-dire que dans le droit, puisqu'on parle de droit, théoriquement, si les 2 parties n'ont pas signé, le contrat est nul et non avenu. C'est-à-dire que théoriquement, oui, mais donc du coup, il y a abus de pouvoir en fait entre guillemets. C'est-à-dire que la banque, elle prête. Après, il faudrait rentrer dans la création monétaire, mais la banque, elle va rien créer en fait, et en fait, elle va se servir en fait une fois que la liquidation judiciaire est prononcée, elle va venir se servir et en fait, en gros, elle va voler la personne qui a par son travail mais bien sûr. Alors. Donc là, comment dirais-je, l'exemple, je vais te donner par exemple un exemple de créance, parce que pour couler une entreprise, un mandataire, quand il a l'objectif de liquider, il va faire 2 choses qui sont importantes. Il va travailler justement sur l'équilibre entre le passif et les actifs. D'un côté, il va dévaloriser les actifs, le fonds de commerce ne vaut rien, le compte courant où tu as investi ton compte courant, tes épargnes pour augmenter la valeur de ton outil va disparaître.
Ça, c'est une certitude, ça, d'accord? Et quand ils peuvent tricher sur la valeur des stocks, ils vont en plus tricher sur la valeur des stocks. Mais ça, c'est la partie active qu'on te pille. Le deuxième volet, c'est le passif. Et le passif, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exprès de l'augmenter. D'accord? On va tout l'augmenter, mais avec des scénarios que les gens ne sont même pas capables d'imaginer. Un mandataire, par exemple, il va oublier de faire ce qu'on appelle des abandons. Par exemple, si tu as les impôts qui te font une réduction, qui te font un avoir, d'accord? On va oublier de le déduire du passif. Le pire, c'est qu'on est capable de t'inventer une fausse créance. Je vais te donner, d'ailleurs, c'est le sujet numéro 2 que j'enchaîne. D'accord? L'exemple d'une fausse créance. Une fausse créance, c'est quoi? Tu peux avoir un litige, et je vais en donner une, je vais vous donner un exemple et je vais donner des noms de sociétés, parce que je serais assez curieux de savoir si ça s'est pratiqué que dans mon cas ou si ça s'est déjà pratiqué dans d'autres ou chez d'autres citoyens. Tout le monde connaît la société PSA. PSA, Peugeot, le groupe Peugeot. PSA a une activité de banque depuis très peu. Mais PSA Finance est propriétaire d'une de ses filiales qui s'appelle Crédipart. Je ne sais pas si les gens connaissent Crédipart, ceux qui ont acheté une voiture soit chez Citroën, soit chez Peugeot. Ils passaient un contrat par une société qui s'appelle CLV, Compagnie de location de véhicules, et la société qui finance est la société Crédipart. D'accord? Le contrat se fait avec Crédipart. Je peux te demander, oui. Je peux te poser une petite question rapide. Juste si tu peux éviter de trop bouger par rapport au grésillement. Je te remercie. D'accord. Ça grésille en fait au retour audio. D'accord. Bon, j'essaye de ne pas bouger alors. Donc, je parlais donc de Crédipart. Et Crédipart, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent créer un incident. Ils ont une particularité, Crédipart, c'est une entreprise qui a une sorte d'intouchabilité. D'accord? Donc moi, j'ai vécu quelque chose de très particulier. J'ai un petit moment, une sorte d'incident sur la location de ma voiture. J'ai une voiture de société, je loue et je paye tous les mois. Et il y a un moment donné, un de mes comptes est en dysfonctionnement, j'ai une rupture de loyer sur ce compte-là. Donc, je m'entends avec la société CLV Crédipart pour changer de compte. D'accord? Et je rattrape l'incident qu'il y a eu auparavant. D'accord? On remet ça en place et c'est reparti. Et pendant 3-4 mois, tout fonctionne bien. Mais d'un seul coup, entre-temps, ils avaient lancé, eux, une procédure parce qu'il y avait eu un incident de paiement. Alors que tout est revenu en place, tout est revenu dans l'ordre, et que depuis 4 mois, tout est réglé, je me retrouve avec un huissier qui vient et qui me saisit ma voiture. D'accord? Non seulement il me saisit la voiture, oui, non, mais j'accuse la société Crédipart, là, devant vous, d'accord? D'avoir illicitement saisi une voiture alors qu'elle était payée, et non seulement ça, mais d'avoir fait une déclaration d'une fausse dette auprès du tribunal de commerce. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je les accuse? J'ai Citroën qui m'a écrit, j'ai Peugeot qui m'a écrit, ils essayent de botter en touche parce que la réponse qu'on me donne, elle est très simple. Comme le dossier est clos depuis 2008, on ne peut pas remonter l'incident. On ne peut pas le remonter. J'en ai même parlé. Des préemptions, c'est ça? Oh, non, c'est quand on ne veut pas montrer la vérité, on est là pour parler de la vérité. Quand on ne veut pas montrer la vérité, on invente un motif. L'informatique, elle existe dans ces groupes-là. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'ils m'ont même écrit une lettre en disant qu'ils avaient découvert l'incident de l'origine, avec les pièces, les numéros, les chiffres, mais ils ne sont pas capables de voir la suite. Non mais franchement. Donc je les accuse d'avoir fait quoi? Mais après, il y a une complicité. Il y a une complicité qui est très simple. Ils m'ont saisi ma voiture alors que je payais. Non seulement ils m'ont saisi parce que je payais, mais ils ont continué de prélever pendant 2 mois derrière alors qu'ils m'avaient saisi ma voiture. Et vous savez ce qu'ils déclarent au tribunal de commerce? Ils déclarent une dette qui est très simple. En raison d'un loyer de ne pas payer,
ils ont bradé la voiture et ils m'ont mis au passif la différence du prix réel de la voiture par rapport au prix qu'ils l'ont vendue. Et il y a des traces écrites de tout ça. Pardon? Il y a des traces écrites de tout ça. Mais bien sûr, c'est pour ça que je les accuse devant vous d'avoir fait une escroquerie à jugement, d'accord? Ils ont fait une fausse déclaration de créance, elle est abusive, d'accord? Mais le pire, c'est que comme elle a été contestée au tribunal de commerce, parce que c'était une location de voiture de société, j'étais en société, là, le tribunal de commerce aurait dû rejeter la créance. J'avais amené même des lettres de chez Citroën, j'avais amené les éléments. Mais le liquidateur, lui, le mandataire qui n'était pas encore liquidateur, lui, il avait déjà repéré qu'il y avait de l'argent à se faire sur mon entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rejeter la créance, il a injecté dans le passif pour augmenter le passif. Vous voyez? Ça, c'est un mécanisme. Au même titre qu'il a, des abandons des impôts, hein, quand vous avez les impôts qui vous envoient, eh bien, tout ça, comme ça fait baisser le passif, ça ne les intéresse pas. Donc, ils les oublient, ils les cachent, ils les détournent. Ça, c'est de la tromperie. D'accord. Et donc, on se retrouve avec quoi? Avec une fausse créance qui a avancé, parce qu'en plus, ils ont été payés. Hein. Ils ont même fait une hypothèque sur ma maison et ils ont été payés par hypothèque. D'accord? Donc, ce que je serais curieux de savoir, c'est est-ce que dans les gens qui nous écouteront, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aura déjà vécu ce genre d'incident sur l'achat d'une voiture? Ça m'intéresse. D'accord? Donc, je recite la société, c'est PSA, qui est propriétaire de sa filiale Crédipart, et je déclare ici qu'ils avaient créé une fausse créance. Voilà. Donc, ça, on part d'un incident qui est tout simple, d'une petite erreur, et l'erreur devient franchement une escroquerie et une spoliation. Vous voyez, les étapes, elles se font les unes derrière les autres. Hein, donc, ça te surprend, ça ou... hein? Non, enfin, ça me surprend, mais si tu me dis que PSA, Crédipart appartient à PSA, là, du coup, je suis beaucoup moins surpris et je comprends pourquoi l'objectif est de détruire les entreprises, c'est pour mettre la main dessus, en fait. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc là, moi, ce que je trouve avant, par exemple, c'est quand on sait que PSA… Prix très réduit, quoi. Voilà. Quand on sait que PSA a créé une banque qui s'appelle PSA Bank et qu'on sait qu'un de ces organismes financiers qui finance la banque, c'est Crédipart, on est en droit de se poser la question si des fois elle n'est pas financée avec de l'argent volé. Hein. Franchement. Conflit d'intérêt également. Alors, hein? Il y a le conflit d'intérêt derrière aussi. Bien sûr. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse d'exposer parce que c'est des choses où la manipulation des liquidateurs pour augmenter le passif, c'est que des choses comme ça. C'est un exemple qui est concret parce que je suis inattaquable. J'ai même publié une vidéo sur Internet. J'espérais qu'on dépose plainte pour cette vidéo-là, d'accord? Parce que et ça fait 4 ans et j'attends toujours qu'ils déposent plainte. Vous voyez, donc ça c'est… donc voilà. Mais qui doit déposer plainte? Parce que là quand même, c'est des choses qui sont quand même très graves. Pourquoi les plaintes n'ont pas été déposées et pourquoi moi je m'interroge réellement parce que si ceux qui doivent porter plainte, parce que tout seul, je ne sais pas si on peut porter plainte au tribunal de commerce. Moi, je sais que je me suis défendu par rapport à mon entreprise, donc je me suis mis en liquidation judiciaire parce que je pouvais plus payer mes frais. Donc j'ai pas été embêté en fait, j'ai pas reçu, j'ai pas eu la même expérience sur la création d'entreprise. Par contre, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que si on est dans un état de droit, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être défendu. S'il y a des écrits, il y a des preuves écrites, etc. contre ces institutions, je ne comprends pas. Soit il y a de la corruption vraiment au plus haut niveau et dans ce cas-là c'est très grave, soit c'est chacun pioche dans le pot de confiture et en fait j'ai la main de pot de confiture, non je peux rien dire, j'ai rien vu, j'ai rien fait, etc. quoi. Mais dans tous les cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est très grave. Quoi. Alors oui c'est grave. Alors après on comprend avec le temps, on comprend pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est l'escroquerie à jugement dans une liquidation, c'est tout au début. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le mécanisme des recours. Tu contestes. D'accord? Mais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose très simple. Et tous les gens connaissent ça. Sauf que on s'en rend compte souvent qu'après. Tout le monde connaît ce qu'on appelle un principe qui est très simple, qui s'appelle l'autorité de la chose jugée.
D'accord? Ça veut dire que si ton mensonge d'origine, si l'escroquerie à jugement d'origine du mandat, dans des rapports mensongers, dans des conclusions mensongères, il les réitère en cours d'appel, et là, tu es au tribunal de commerce, hein, tu es dans un TGI, tu es dans une cour d'appel, tu peux même aller en cassation. Qu'est-ce que tu vas t'apercevoir? Tu vas t'apercevoir que le renouvellement du mensonge va confirmer en appel le mensonge. Parce que le menteur… Pardon? Hein? Mais avec la preuve écrite que tu ramènes au dossier théoriquement, quand tu passes au tribunal… mais vous imaginez, moi, ce que j'essaie de faire comprendre là aux gens, par rapport à mon cas personnel, ce que j'ai vécu, mais j'ai des témoignages de gens sur mon site, j'ai un site de mon association où il y a des témoignages de gens qui vous racontent ce qui leur est arrivé, mais c'est invraisemblable. On est dans une tromperie. Ce qui règne dans les procédures, d'accord. Alors que nous, on est là pour parler de la vérité. Donc moi, ici, la vérité que j'annonce, c'est qu'il y a des conclusions qui sont des mensonges permanents. Et à l'intérieur de ces mensonges-là, quelquefois, il y a des raisons. Il y a des fois, c'est des mensonges qui sont astucieux. C'est une tromperie, c'est une dissimulation, c'est un oubli. Oui, c'est un dol. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence. Le trafic d'influence, il existe dans des professions. Le plus gros trafic d'influence dans les professions qu'il y a dans la justice, à mon avis, c'est dans le milieu des avocats. Si l'avocat qui te défend, il s'oppose à quelqu'un qui est puissant en face, sa carrière professionnelle, elle peut être foutue. Alors, je ne m'étalerai pas sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein de gens qui le savent. On rentre dans une mécanique où la justice est un business. La justice est un business. Vous faites des recours à tout va, vous faites appel, vous apercevez que de temps en temps, on a une chose aberrante. C'est le mécanisme, c'est pas le fond de l'affaire qui intéresse, c'est la forme. Tu es obligé de respecter certaines règles avant même d'avoir raison ou d'avoir la vérité dans tes pièces. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer des incidents de procédure pour que tu ne puisses pas amener les preuves. Et les preuves, c'est quoi? C'est les faits. Et les faits, c'est le fond. Or, on va te dire, par exemple, qu'il faut faire des conclusions à telle date, avec une date butoir, et un des avocats qui est sous pression va oublier la date d'un jour. Voilà. Et tu seras débouté parce que toutes les preuves que tu avais, c'est des genres d'incidents qui existent tout le temps. Moi, j'ai vécu des choses dans mon cas personnel qui sont exemplaires. Alors, ils sont exemplaires, pourquoi? Je le dis là devant les gens. Là, il y a 1 an et demi, j'ai fait partie des 30 entreprises de France qui étaient exemplaires pour ce qu'on appelle une commission extra-parlementaire. Le vice-président de l'Assemblée, qui s'appelle Sylvain Waserman, a créé une commission. Mais au-delà même des parlementaires, c'était une commission, on va dire, une extra-commission. Pour voir quoi? Justement, les types de dysfonctionnements qu'il y avait dans les tribunaux de commerce et dans les relations avec les mandataires judiciaires. J'ai donc quoi? J'ai donc eu un document officiel, je peux donner le numéro, 54-54-144, qui était ce que moi j'avais vécu, qui est remonté au Conseil d'État. C'est remonté au Conseil d'État. Mais ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. C'est du… si ça t'a amené une solution, mais qu'est-ce que va faire le Conseil d'État? Il va convoquer le CNAJMJ, le Conseil national des administrateurs judiciaires. Ouais. Et qu'est-ce que va faire le mandataire qui est accusé? Il va continuer de mentir comme il l'a toujours fait. Hein? Donc, c'est ça la continuité des choses. C'est-à-dire, il va reprendre, il va dire que les choses qui ont été jugées, il va s'appuyer sur l'autorité de la chose jugée. Tous les mensonges qu'il aura dit auront été confirmés. Voilà. Et donc, moi, j'ai vécu, et j'ai des exemples que je publie parce que j'ai été attaqué en diffamation beaucoup de fois.
Hein, donc, et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais pu aller au bout. J'ai même un procureur qui a classé toutes les plaintes quand je les ai accusés. Le procureur. Mais pourquoi le procureur, un des procureurs? Parce que les procureurs, tu en as des bons et tu en as des moins bons. Tu en as qui vont cautionner le système parce qu'ils sont pris dans le système et d'autres qui ne le sont pas. Eh ben, c'est exactement pareil chez les avocats. Chez les avocats, tu en as qui vont être des fois très bons, d'autres très mauvais. Et les gens qui tombent dans la turpitude, les gens qui tombent dans le trafic d'influence, alors là, ils y laissent, tous leurs biens, c'est ce qui m'a arrivé moi. Donc, j'avais 2 entreprises. Le pire que j'ai même vécu, c'est j'ai réussi quand on m'a liquidé ma première entreprise sur tromperie, ils n'ont pas pu faire l'extension dans ma deuxième entreprise. Les deux, j'avais une société civile immobilière et 2 de mes entreprises qui louaient à l'intérieur même de ma société immobilière. D'accord? Et là, vous vous apercevez qu'il y a de l'intérêt politique. C'est un conseiller général qui a racheté mon immobilier. Vous voyez, hein? Et cet conseiller général, il travaillait à la Chambre de commerce et d'industrie. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non. C'est un voyou, c'est un sale con. Mais c'est pareil. Mais il a tué mon entreprise. Donc, mon entreprise s'appelait le Caribou. Et lui, c'était un écarisseur. Sa profession, donc il a tué un caribou en plus. Vous voyez, c'était particulier. Mais ce qu'il a fait, ce monsieur-là, c'est très simple. Hein. Il a mis un ami à lui pour racheter ma société par le mandataire. Il était même actionnaire. Il était même actionnaire du repreneur. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était l'immobilier de ma SCI. D'accord? Donc, il a récupéré l'immobilier de ma SCI. Alors que quand vous dites, mais vous avez des preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. Je vais vous raconter un cas même très particulier. Le maire de la commune dans laquelle j'étais, il a tout fait pour sauver mon entreprise. D'accord? Il avait même décidé dans un PV de mairie, vous savez, les audiences, d'accord? Oui. Ils avaient même décidé de racheter mon immobilier pour conserver mon entreprise. Eh ben, le conseiller général, il est passé par-dessus le conseil municipal, vous voyez, et il a provoqué l'adjudication pour l'acheter 40 000 € moins que ce que la mairie m'offrait. Et les 40 000 € de différence, c'est moi qui me les suis pris dans la tête. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, la justice. Mais je comprends pas, parce que l'offre était plus importante, donc ils auraient pu gagner beaucoup plus d'argent par la revente. Mais non, parce que le maire, lui, il voulait sauver ma boîte. Oui, j'ai bien compris. Il voulait racheter mon immobilier. À l'origine, le maire, il me rachetait ce qu'il m'avait vendu 5 ans avant. J'avais racheté la mairie m'avait vendu le bâtiment dans lequel je m'étais installé. D'accord? Et donc, lui, en 5 ans d'exploitation, donc ça fonctionnait très très bien. Beaucoup d'articles de presse. Je suis même passé à la télévision parce que j'avais un très gros club de blues qui avait de la notoriété. J'avais des artistes qui passaient. C'était, pour ceux qui connaissent un peu le blues, c'était le club de Paul Person qui était tout le temps chez moi, qui m'amenait des amis. Et la notoriété du lieu, donc elle était bonne. Les articles de presse étaient très bons et ainsi de suite. Donc le maire, lui, il voulait conserver mon entreprise parce que ça avait amené une certaine réputation à la commune. Hein, c'était sur Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, je peux donner la commune, hein, c'était à côté de Mortagne-au-Perche. Mais les dysfonctionnements auxquels on a affaire, ils sont énormes et les tromperies sont énormes. Les intérêts qu'ont les gens à mentir pour récupérer ou pour faire la captation de tes actifs, c'est énorme. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais créé un club de blues avec un studio d'enregistrement qui appartenait à ma maison d'édition. J'ai eu une très très grosse maison d'édition musicale. Et donc, ma deuxième entreprise avec le studio d'enregistrement n'a pas eu d'extension dans la liquidation. Je me suis fait piquer l'immobilier de ma SCI et je me suis fait piquer mon club de blues avec ma licence 4. Mais mon studio et ma maison d'édition, j'ai réussi à les sauvegarder et j'ai été contraint de déménager dans le département d'à côté. J'ai rencontré le maire de la ville de Laval. Il adorait mon avance technologique de l'époque. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce maire-là?
il m'a ouvert les portes, mais comme quoi la politique, elle peut avoir un autre sens qui est à l'effet complètement contraire. Il m'a offert un lieu pour installer mon studio d'enregistrement et la mairie de Laval, c'est la mairie de Laval, m'a accordé 18 mois de loyer gratuit pour que je relève mon entreprise et que je sauve une partie de ce que j'avais créé. Mais pour vous montrer jusqu'où va la turpitude, la collusion, je vais vous raconter une petite anecdote qui est incroyable. C'est que le mécanisme qui était né dans l'Orne, les complicités qui étaient nées dans l'Orne, 5 ans après, ils sont venus me tuer en Mayenne, dans le département d'à côté. Et vous savez comment ils ont fait? Alors que j'avais une activité qui était en pleine croissance, est-ce que vous savez comment ils ont fait? Je ne sais pas. Comment ils ont pu poursuivre une autre entreprise ou juste déménagement? Non, ils ont fait quelque chose que j'ai découvert, mais j'ai appris. D'ailleurs, je l'ai raconté ça au Conseil d'État. En tout cas, je l'ai remonté au Conseil d'État dans les informations. Quand vous vous attaquez à des complices qui vous ont tué dans le département de l'Orne, d'accord, et que vous attaquez notamment l'avocat qui défendait le liquidateur, qui était complice avec le liquidateur. Il y a une chose que vous découvrez bêtement, c'est que l'avocat, il a une épouse, d'accord, et que son épouse est greffière du tribunal de commerce. Elle est greffière du tribunal de commerce. Et là, vous découvrez un truc incroyable, que sur Infogreffe, ce réseau d'information des entreprises, qui est une société privée qui appartient aux greffiers des tribunaux de commerce, qui eux sont des privés, qui gagnent en moyenne une trentaine de mille. Ils gagnent 30 000 € de moyenne par mois avec leur site. Eh bien, vous vous apercevez d'une chose qui est incroyable. Ils sont capables de faire des fausses publications sur Infogreffe. Et moi, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont un nom, et c'est mon propre banquier qui me l'a fait découvrir. En disant, vous avez vu, vous êtes inscrit en tant que liquidé en nom propre. Et quand vous êtes liquidé en nom propre, vous n'avez plus le droit d'être gérant. Donc, ma seconde boîte, ils l'ont tué en installant des procès avec les gens avec qui je travaillais, des gros éditeurs. J'étais le premier et le plus gros distributeur numérique de France. D'accord? C'était à l'origine de la numérisation et la musique se distribuait en ligne. D'accord? Vous vous souvenez peut-être des plateformes de Fnac Music, Virgin Music et tout ça. Donc, c'était le début. Et voilà. Et moi, j'étais ce qu'on appelle un précurseur dans ce domaine-là. Mais ils sont venus, ils ont inscrit et ils m'ont tué rien que sur une fausse information d'Infogreffe. Et alors, ce qui est le plus spectaculaire, c'est de découvrir que Infogreffe, quand vous avez un document sur Infogreffe, regardez bien, en bas d'un document, quand vous l'achetez par téléchargement, tous les achats par téléchargement n'ont aucune valeur légale. À partir du moment où ça n'a plus de valeur légale, vous avez quoi? Vous avez le droit de mettre de la tromperie. Ce n'est pas le document officiel des greffes qui est tamponné en rouge. Donc, on se demande comment. Voilà. Et donc, vous voyez que des mécanismes comme ça, si vous ne les racontez pas, vous dites, mais non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, alors moi, j'ai du factuel. Tout ce que je vous dis là, attention, hein, j'ai des preuves qui sont en ligne, je les accuse, je donne des noms, ça les énerve. Mais je fais tout pour qu'ils déposent plainte et ils ne le font pas. Parce que j'ai des preuves. Ils ne veulent pas que ce soit au grand jour. Ils ne veulent pas que les preuves sortent au grand jour. Mais bien sûr. Mais quand on voit ça, c'est le propre de plein d'entreprises. Moi, j'ai donc une association qui s'appelle Morpheus Ethica. Le nom, il est un peu barbare, mais si je traduis le mot, Morpheus, c'est le rêveur, et Ethica, c'est l'éthique. Donc, c'est le rêveur d'éthique. D'accord? On a le droit de rêver d'éthique, surtout quand on cherche à avoir la vérité. Surtout en ce moment. Voilà. J'ai donc un site, et ce site-là, il a une particularité.
il publie la parole de certains témoins de victimes des tribunaux de commerce ou de turpitude en vidéo, hein, donc il faut aller voir. C'est des vidéos où les gens y racontent. Et vous avez des cas qui sont invraisemblables. Et puis après, j'ai archivé la parole de certains professionnels. Dans les années 2002, entre 2000 et 2004, il y avait eu une émission de télévision qui parlait de la réforme des tribunaux de commerce. Et j'avais fait la captation de la parole de ces gens-là. Et dedans, il y avait le procureur de Montgolfier, le procureur Lyon-Camp, il y avait à l'époque la commission de Montebourg qui, lui, disait qu'il fallait absolument détruire la profession des liquidateurs. Franchement, et là, sa parole, elle est sur mon site. Hein. Si vous voulez l'écouter, vous allez l'écouter. C'est pas moi qui c'est lui qui le disait. Ils ont un statut officiel, toutes ces personnes-là. De quoi, les liquidateurs? Statut officiel. Liquidateur, mais de qui? Mandateur, etc. Je sais pas, il y a bien un texte qui édicte que ces personnes ont le droit de capter, ils ont le droit d'avoir la main mise en fait sur ce que le juge a décidé quand on se met en liquidation judiciaire. Mais est-ce qu'il y a des règles qui régissent ces statuts de ces personnes-là? Bien sûr. Mais attendez, beaucoup de choses. Attendez, moi, ce que je trouve drôle, c'est au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe dans les tribunaux de commerce, c'est à la limite de tomber dans le droit pénal au niveau des articles 450. D'accord? C'est le travail en collusion, c'est la complicité. Ils travaillent en bande organisée. On devrait être dans le pénal. Hein, c'est pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Quand un mandataire il fait une tromperie sur des comptes, oui. Vous savez comment ça s'appelle chez les tribunaux? Ça s'appelle une erreur matérielle. Une erreur matérielle. D'accord? Ça veut dire que c'est pas condamnable. C'est volontaire. Ben oui, mais c'est ça. Et on s'aperçoit que tout est protégé comme ça. Ils se protègent entre eux. Alors après, il y a une chose que vous découvrez avec le temps, parce que mon association a un but très simple. C'est de démontrer des mécanismes, de permettre la parole des gens dans des vidéos, de donner la parole à des professionnels. D'accord? Et on s'aperçoit que quand on fait ce qu'on appelle les recoupements et les recollements, on voit que tous les mécanismes sont les mêmes. Les intervenants changent, mais le mécanisme par lui-même, il reste le même. D'accord? Donc on a quoi? On a systématiquement de la tromperie, on a du vol d'actifs, mais regardez les tribunaux de commerce maintenant, jamais ils ne vendent une valeur de fonds de commerce. C'est toujours, c'est ça qui est incroyable. Or, la création de la valeur du fonds de commerce, c'est le travail de l'entrepreneur. C'est un patrimoine c'est son patrimoine de temps qui est devenu un patrimoine client. D'accord? Et quand on regarde tout ça, quand la turpitude, on va l'avoir absolument dans tous les tribunaux. D'accord? Et mon association, elle a un but, c'est justement de démontrer ces mécanismes-là. Et je ne travaille pas tout seul. J'ai la chance d'avoir rebooté avec des juristes, des avocats pénalistes, des appuis de gens qui constatent ces choses-là. Ouais. D'accord? Et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça relativement triste. Maintenant, il y a 20 ans, ils avaient essayé de faire une réforme. La réforme, elle n'est jamais venue. J'espère que, avec la parole des gens que vous inviterez, on arrivera à modifier ces choses-là. J'espère que les dénonciations que font, les dénonciations que font certains lanceurs d'alerte dans plein de domaines, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des dysfonctionnements dans plein d'autres domaines qui se rejoignent. Il y a une chose que j'ai constatée avant de finir la vidéo, je dirais comment des fois, malgré tout ce que vous vivez, comment vous pouvez rebondir sur une idée originale. Mais en attendant, ce que je voulais dire qui était important, c'est qu'on s'aperçoit que dans les tribunaux, au-dessus, il y a une forme de deuxième justice. Et cette justice, elle travaille en réseau. Elle travaille en ce qu'on appelle en allégeance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une organisation en France qui s'appelle la franc-maçonnerie. Tout le monde connaît.
tout le monde connaît. Ok, oui. Mais une partie de la franc-maçonnerie a pénétré la justice française. Et cette franc-maçonnerie-là, elle est dominée par ce qu'on appelle des règles. Ils se prêtent allégeance, ils doivent céder entre frères. Et quoi? Mais ils vivent avec des constitutions qui sont très particulières, qui s'appellent les constitutions d'Anderson. Et les règles de base de la justice avec les constitutions d'Anderson ne respectent même pas l'article 1, l'article 2 et l'article 6 de leur propre constitution. Et donc, je les accuse d'être en collusion permanente, même au sein des plus hautes juridictions. Voilà. Donc, alors, on vit tout ça. Oui. Est-ce que tu as réussi avec toute cette corruption à retracer les liens du réseau? Oui, mais les liens, en fait, les liens, il y en a plusieurs de liens. Ce que j'appelle les liens, c'est en fait ce que moi j'appelle un lien, c'est ce qu'on appelle aussi une collusion. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'argent qui pervertit tout, soit dans la carrière d'un professionnel, soit dans la jalousie, soit dans la méchanceté. Mais en fin de compte, il y a quoi? Il y a simplement des prédateurs qui sont là, d'autres qui ne vivent que sur les futurs morts des tribunaux de commerce, qui vivent du cadavre. Toi, tu continues de payer, d'accord? Mais les autres vont récupérer ton outil à moindre prix. Et ce mécanisme-là, trouver les mécanismes, les dénoncer, c'est découvrir qu'après, il y a des complicités avec toutes les autres professions, avec les huissiers, avec les notaires, et on s'aperçoit que les professions du droit auxiliaire sont tous plus ou moins maqués avec ces perversités-là. Donc voilà, je ne dis pas que toutes les professions ou que tous dans cette profession-là sont comme ça, mais il y en a beaucoup. Dans les mandataires, il y en a le pourcentage de mandataires qui sont pourris, qui sont il est colossal, hein. Il y en a plus de mauvais que de bons. Et moi, j'ai des témoignages. Ce que j'essaye de leur apprendre aux gens, c'est de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on est dominé par quoi? Souvent, on est dominé par ce qu'ils appellent le secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, c'est quelque chose qui empêche de diffuser des preuves. Pour quelle raison? Vous avez, parce que vous êtes condamné si vous publiez, d'accord? Mais en fin de compte, ça fait durer le plaisir, ça fait durer les procédures. Et sinon que les gens ils espèrent la justice, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des avocats, ils payent des procédures, ils payent des huissiers. Et puis au bout du compte, vous avez dépensé de l'argent et puis vous n'aurez jamais justice. Voilà. Donc ça, c'est le constat qui est terrible. Donc, il y a un moment donné, il faut voir autrement. Alors maintenant… Il nous reste 5 minutes, Christophe. Alors, les 5 minutes que je vais vous donner, elles vont être très simples. Ouais. C'est en fin de compte qu'on peut après, malgré avoir été un entrepreneur qui a été fusillé par le système, vous pouvez avoir le droit d'avoir encore bonnes idées. D'accord? Et j'ai déposé une idée à une mairie avec un projet que les gens pourront aller voir sur Internet s'ils veulent. Ça s'appelle 21 360 Philastory. 21 360, c'est le nom du code postal d'une commune. 21 pour 21e siècle et 360 pour 360 degrés. Et j'ai eu une idée qui a séduit le maire dans un environnement créer un musée. Alors écoutez bien, c'est très drôle, hein, c'est de créer un musée où le but, c'est mon loisir qui est devenu une vraie activité. J'avais un loisir pour me détendre de la justice et j'ai découvert que mon volet les gens savent peut-être ce que c'est qu'un philatéliste. Hein. Philatéliste, c'est quelqu'un qui collectionne les timbres. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de musée qui exposait l'usage du timbre sur un support, sur une lettre, sur une carte postale, sur une enveloppe. Et mon but, ma chasse,
ma chasse au trésor, mon alliance, c'est de trouver maintenant un support. Le premier timbre en France était né en 1849 et la Poste avait édité un panoramique 1849 à 2001. Et mon but, c'est de retrouver un courrier, une lettre, une carte postale pour le présenter dans un musée. Et ça a fait naître un projet que vous pourrez voir sur Internet, sur le fameux site qui s'appelle Gîtes et vacances à Bigny-sur-Auge. C'est le nom de la commune qui a le total de 21 360. Voilà. Et donc là, pour les gens qui auront envie de découvrir ce que c'est qu'une idée, qui a des complicités avec plein d'autres départements, avec, on va dire, l'esprit de solidarité, l'initiative, l'envie de vivre un monde autre, c'est peut-être inutile, mais c'est un plaisir immense. C'est un loisir qui ne coûte rien à personne. Ça vous permet de réunir des gens autour d'une table, d'avoir des idées de recherche. Et là, vous retombez quoi? Vous retombez dans un rôle que nous, on a, c'est de recréer de la sociabilité, de recréer un plaisir, de parler ensemble d'une idée folle, d'un sujet qui ne ramène pas d'argent, qui peut avoir de la valeur, mais le but, ce n'est pas ça. C'est de créer une aventure et de créer un lieu de rencontre. Voilà. Et ça… Il y a plein d'idées là-dessus. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, quand on voit les gens qui commencent à reprendre connaissance de ce que faisaient nos anciens au niveau des jardins, au niveau des plantations, au niveau, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez des maires maintenant qui découvrent qu'au lieu de mettre un marronnier qui ne sert à rien, il vaut mieux mettre des arbres fruitiers. Parce que demain, si on a envie de cueillir une pomme sur un arbre de la mairie, ce n'est pas grave. D'accord? On rentrerait dans le domaine de… Hein? Un petit mot de la fin, parce que là, on arrive au bout de l'émission. J'avais une dernière question à te poser. C'est concernant qu'est-ce que tu penses qu'un avocat qui soit devenu ministre de la Justice et que sa première volonté, ça doit permettre en fait aux avocats d'être jugés, d'être juges? Alors, je reste sceptique sur sa nomination. Pourquoi? Ça reste un affairiste. Il a défendu des gens qui étaient indéfendables, mais le rôle d'un avocat, c'est aussi de faire ça. Il a surtout défendu des gens qui avaient beaucoup d'argent pour pouvoir se défendre. Maintenant, il avait donné des idées que j'aimais beaucoup, par exemple, l'enregistrement des séances. Ça permettrait à un juge de ne pas se sentir seul à prendre une décision, et ça éviterait aussi ce qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que s'il lui prenait une décision, et que s'il y avait un collège, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans un document, j'ai envoyé l'info en disant que si demain des collèges étaient capables de voir la séance qui a décidé, qui a pris la décision, c'était soit de la confirmer, soit de la contester parce qu'elle n'était pas juste. Et donc de reposer une décision sur une personne qui s'appelle un juge par rapport à un collectif, plusieurs, qui prendront la connaissance de cet enregistrement de justice, parce que des dysfonctionnements, il y en a dans toutes les juridictions. Là, je parle des tribunaux de commerce, mais on regarde les tutelles pour les anciens, les tutelles pour les enfants, sur les dysfonctionnements des autres dans la justice classique. Enfin, moi, c'est tout. Bien sûr. Et donc, maintenant, on verra si ce ministre-là de la Justice, il ouvre des portes. La seule qui m'intéressait, c'était justement l'enregistrement des séances pour pouvoir au moins avoir un point de contrôle sur ça. Ça, oui. J'avoue, je suis pour. Voilà. Ok, merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Mais c'est nous qui vous remercions d'être venus. Écoute, j'espère que j'étais à peu près clair dans les explications. Pas trop pique. À part les petites coupures. Il y a eu des petites coupures? Oui, parce que le flux, il était un peu tendu, mais bon, ça va, c'est passé, c'était clair. Merci beaucoup pour ta venue. Ok. Je vous donne bonne suite à vous, en espérant que vous aurez des bons invités. En fait. Eh bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci Fred, merci Christophe
pour ton partage de savoir, de connaissances. Et je vous invite tous à aller sur Morpheus Ethica. Vous allez voir un petit peu toutes les informations beaucoup plus précises que ce soir. Déjà, Christophe nous en a donné beaucoup, mais il rentre un peu plus dans le détail. Et puis, allez découvrir aussi son projet qui est juste magnifique et qui redonne espoir sur un monde meilleur pour demain. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir, bien au contraire. Merci à vous de tout cœur. Et à bientôt. Christophe, tu es le bienvenu sur Table 700. À une prochaine fois. Il est vrai que là, il y avait un petit problème de micro, mais on fera mieux la prochaine fois. C'est notre première. Soyez indulgents. Excusez-nous. Merci et à bientôt. À bientôt. Au Merci tout le revoir. monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.